Chéline, je crois qu'il était libre penseur. Il ne croyait pas. Il était médecin et pour lui, n'est-ce pas, il disait une chose. Oui, oui, toutes vos idées sont bien jolies, mais 4 degrés ou 5 degrés de fièvre de plus et vous m'en direz des nouvelles de vos belles idées. C'est fini. Alors. Comme dirait Moulet, un pas de plus et c'est les Champs-Élysées. Je laisse la caméra passer, on rentre dans les Champs-Élysées. Le personnage joué par Orson Welles, celui de Grégory Arkadine, raconte un rêve qu'il a fait, déambulant dans un cimetière. Il remarque que les pierres tombales indiquent des dates très rapprochées. 1919, 1925, ou bien 1907, 1913. Alors, il interroge le gardien du cimetière. Les gens meurent-ils donc si jeunes dans ce pays? Non, ces dates gravées indiquent simplement le temps qu'a duré une amitié. Ah, évidemment. Là, il y a Saint-Vincent-de-Paul. On dit quelquefois du cinéma, ça galère. Mais il avait interdit les coups de fouet dans les galères. Saint-Vincent-de-Paul, gentil. Alors, à côté de Saint-Vincent-de-Paul, Jean-Paul. Jean-Paul Sartre, Jean-Sol Part, comme disait Boris Vian. Oui, et puis Simone de Beauvoir, qui a écrit un ouvrage magnifique que j'ai lu au moment où notre cher ami est passé aux Champs-Élysées, qui s'appelle Une mort si douce. Je le recommande, amateur d'images et de son splendide. On s'était pris de sympathie pour cette volubilité qui caractérisait Henri Langlois, volubilité paranoïaque, ces mines de conspirateurs, et on en blaguait entre nous jusqu'au moment où, en février 1968, il a paru que tout cela était bien fondé. Avant de voir ça tombe, on va un petit peu se reposer. 5 minutes. Il a fallu que le gouvernement de De Gaulle s'en prenne à Henri Langlois et tente de l'éliminer de la cinémathèque qu'il avait créée pour que se lève le vent de la désobéissance et que les rues de Paris s'emplissent de contestataires. Cela est si vrai
qu'après la première manifestation du 15 février 1968 qui rassemblait exclusivement les enfants de la Cinémathèque, on vit au cours des démonstrations suivantes des groupes contestataires s'augmenter de visages inconnus, ceux des étudiants maoïstes ou anarchistes, dont certains allaient devenir fameux. Leur leader se mêlait à nous, observait et éventuellement critiquait notre amateurisme politique. Je revois Daniel Cohn-Bendit, juché sur un réverbère rue de Purcell, nous reprochant de disperser prématurément un sitting, alors que l'un de nos camarades, qui avait craché au visage d'un CRS, se trouvait retenu dans un fourgon de police. On continue là. Voici quelqu'un que j'aime bien. C'est quand même aussi important, parce que c'est quand même la nouvelle vague, la naissance de Jane Siebler, n'est-ce pas? Hein? J'ouvre une parenthèse parce que j'en ai envie. On l'a retrouvé un peu saoul à la sortie d'un bistrot. Les flics sont arrivés et l'ont emmené de force à Satan, où on lui a mis d'une manière tout à fait arbitraire 10 électrochocs dont elle ne s'est jamais remis. Et 4 mois après, à cause de la police justement, elle s'est suicidée. Non, elle est ici. Enfin, pour l'instant, elle est pour nous le symbole, les flics l'ont donc tué, le symbole de la nouvelle vague, Belmondo, Siebler et à bout de souffle. Qu'est-ce qui lui serait donc arrivé s'il avait craché au visage d'un CRS qui se trouvait retenu dans un fourgon de police à l'époque, comme l'a dit François, hein? Et pendant que les enfants de la Cinémathèque se faisaient taper dessus par les CRS dans les rues de Paris, Henri, dans son appartement de la rue Gazan, passait son temps à ventiler un jeu de cartes pour faire des réussites, ou se faisait conduire chez des voyants, seuls capables, selon lui, de prédire ce que serait le destin des Cinémathèques. Par exemple, ses principaux ennuis, venant de la rigueur pointilleuse du ministère des Finances, Langlois avait cru très habile de faire entrer au conseil d'administration de la Cinémathèque une dame assez charmante, excentrique, traductrice de Goldoni et belle-sœur du ministre des Finances, de sinistre mémoire Michel Debré. Or, Henri Langlois avait négligé de vérifier les sentiments que se portaient le ministre et sa belle-sœur, si bien qu'au cours des délibérations du Conseil, lorsque quelqu'un disait « Tous nos ennuis viennent de Michel Debré », les regards se tournaient vers Denise, le Marseillais qui invariablement déclarait « De toute manière, mon beau-frère n'a jamais rien compris à la politique. » Debré. Nous gardons tous un souvenir ému de cette période de dévouement à une cause de sacrifice personnel et de l'absence de doute qui caractérise l'engagement lorsqu'il est passionné. La bataille de la Cinémathèque a compté aussi parce qu'elle a marqué la première et probablement la dernière retrouvailles des jeunes gens enthousiastes qui, 10 ans plus tôt, dans une ambiance de camaraderie assez exceptionnelle, avaient donné naissance à la nouvelle vague. Aux côtés de la nouvelle vague, réconciliée avec elle, pour Henri Langlois, se rangèrent également des metteurs en scène des générations précédentes, comme Jean Renoir, Marcel Carnet, Henri-Georges Clouzot, car dans ce combat, le cinéma français présentait un front uni contre un adversaire unique, le ministère
ministère des Finances et le ministère de la Culture. Ne t'approche pas trop, mon cher Jacques, et regarde-moi qui suis vivant. Les vivants sont là pour rappeler les morts, mais ils sont quand même vivants. Et un jour, dans une soirée, plus essoufflé que jamais, Langlois, on doit le voir par ici, peut-être, j'espère, d'accord. Oui, c'est lui, là, voilà, Langlois. Non. Il est complètement essoufflé. Langlois, plus essoufflé que jamais, Langlois ne parlait plus exclusivement de la Cinémathèque, mais de sa propre santé, qui préoccupait plus encore son entourage et ses amis. Un dentiste voulait lui arracher toutes ses dents. C'est un escroc ignoble m'a arraché toutes les miennes, alors que c'est mon instrument de travail. J'en profite. Hein, c'est ordure. Je raconte de Langlois. Allô, le peuple ratapo. Tu m'as arraché mes ratiches. Bon, je continue, mais ça ira mieux. Je parlerai bientôt sans les minutes. Henri était de 18 mois le cadet de Lotte Eisner, qui a fait l'écran démoniaque et qui était une des maîtresses de Bertolt Brecht. La Lotte. Je l'appelais la Lotte pendant les manifestations. Enfin, on me disait toujours, mais arrête de l'appeler la Lotte. Moi, j'ai dit bonjour à Eisner. Henri était de 18 mois le cadet de Lotte Eisner. Mais il allait disparaître 6 mois plus tard. Mort de maladie ou mort de tristesse. Je crois à la seconde hypothèse. Langlois est mort. Le cœur meurtri par un sentiment d'impuissance. Ce qu'un homme seul a créé, il ne peut pas le conserver. Et je suis moi-même, en ce qui me concerne, mon cher Jacques, extrêmement heureux de voir ma photo ici, dans les 400 pouces, sur la tombe de Henri Langlois, notre père à tous, puisque c'est là où nous avons appris le cinéma à travers la programmation de ces films à la Cinémathèque française. Voilà. Je vais citer cette phrase de Cocteau. Voilà où dort ce dragon qui veille sur votre trésor. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Chapelle des 12 apôtres repose près de Paris. Il y a écrit à l'entrée, regarde, Lily, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oui, panoramique. C'est une foule. C'est une argile. Je suis allé sérieux, mais... La résurrection, les corps glorieux, nous autres qui faisons du cinéma, malgré tout, notre image, elle continuera à vivre une fois qu'on sera là. Comme disait Jean Cocteau, qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, c'est ce qui filme la mort au travail. La mort travaille à l'intérieur des acteurs qu'on est en train de filmer, comme des abeilles à l'intérieur d'une ruche de verre. Tu comprends? Ouais. Alors, il y a quelqu'un d'important aussi que j'aime bien là. Ah, le salaud! Il a fait ça au ratiche. Comme on disait là dans les bas-fonds, Jean Gabin, tu sais, les bas-fonds avec lui Jouvet, le Vigan et tout. On voulait le filer, le chien disait laissez-le moi, je vais me le faire. Voilà.
Bon. Alors, on va trouver quelqu'un d'autre de très intéressant. Monsieur Fouilly de Tours. Le problème, on doit se trouver. Parce qu'ils ont peut-être cassé sa tombe. Je pense qu'ils ont pris sa tombe. Voilà. Ah! Co-fondateur de la Cinémathèque française, Marcel Marot. Il n'a pas fait L'inhumaine. l'inhumaine, c'est ça. Voilà. C'est un des cimetières les plus gays de Paris finalement. Quand je me promène dedans, je dis vraiment. Parce que le Père Lachaise c'est pas très gay là. Oui, un petit peu plus fenêtre. Mais je te montrerai la concession où je serai si tu veux. Oui. Ah, ça fera plaisir. C'est sûr qu'il me fera une belle tombe comme pour Henri. Mais tu sais, grâce à toi qu'il m'aime. Et toi t'es plus pour l'incinération ou pas? Non. Tel que. Parce que François s'était fait incinérer. Oui, mais c'est un homme d'esprit. Il y a une tour splendide au milieu du cimetière et c'est extrêmement calme. Et j'aurais voulu que la ville de Paris me la cède pour que je puisse lui reposer et y apprendre mes textes. Mais peut-être que grâce à ce film, ça pourra se faire, je pourrais travailler ici assez tranquillement. Enfin, ce n'est qu'un rêve. Donc voilà. Il y a un banc où d'habitude, avec une répétitrice, j'apprends mes textes ici. Puis de temps en temps, je vais voir Varda qui habite de l'autre côté. Ici repose Jacques Demy, 5 juin 1931, 27 octobre 1986. Un épais rideau de mystère, bien entretenu, se lève pour nous révéler le fondateur de la Cinémathèque française, un homme à la fois naturel et extravagant, un homme fabuleux, un homme obsédé, un homme animé par une idée fixe, un homme hanté. Comme tous les hommes hantés, Henri Langlois divisait le monde. Les gens, les événements en deux blocs. 1. Ce qui est bon pour la cinémathèque. 2. Ce qui n'est pas bon pour la cinémathèque. Merde, je vais partir de la caisse comme Rivette. Notre maître à tous, parce qu'il était là aussi. Et là, sans arrêt. Il était son petit coin sur un strapontin. Il regardait tout. Il analysait tout et il voyait tout. François me disait de lui, c'est le seul homme au monde qui voit tout dans un film. Il était toujours là. Ensuite, il est devenu le directeur de la cahier du cinéma, le directeur en chef. Et il était sur son strapontin, on a appelé ça l'esthétique du strapontin. D'ailleurs, son dernier film, à savoir, pour moi, est un chef-d'œuvre. Mais revenons à nos moutons. Espèce d'escroc salaud qui m'a arraché toutes les ratiches. Le peuple rate la peau, ordure. Je peux plus jouer à cause de toi et je veux que le monde entier le sache. Espèce d'escroc immonde qui m'a arraché la gueule. Je suis plus obligé de parler maintenant qu'avec ça dans les deux, machin dans les dents. Salaud. Oh. C'est vrai, j'espère qu'ils vont me rattraper. C'est quelle ordure celui-là. En plus, il m'a fait cracher 25 plaques. Le salaud. Ah, il faut être orgueilleux lorsqu'on fait du cinéma.
Après, c'est tout. Et François Truffaut rend hommage à Jacques Demy. Donc l'emploi était autrefois enterré ici, ce que je trouvais absolument abject. Et je crois que j'ai répété une vingtaine de films et de personnages autour de cette tombe absolument ignoble où il n'y avait que ça. Et je tournais en rond et j'apprenais comme ça systématiquement mes rôles autour de la tombe de l'emploi. Je trouve ça dégueulasse, je suis plein au responsable de la Cinémathèque pour qu'on lui donne une tombe qui soit digne de lui, parce que quand même, c'est bon, ça lui que la Cinémathèque existe. Mais c'est là où je répétais beaucoup. Alors, quoi faire? Lire, méditer, se promener, penser un peu peut-être à l'au-delà aussi. Enfin. Tout à l'heure, je t'ai montré la tombe de Saint-Vincent de Paul. Et alors, Voltaire a dit Saint-Vincent de Paul est vraiment le seul homme sur la terre que je considère comme un saint, parce que, comme je l'ai dit, il a demandé à ce qu'on arrête de fouetter les galériens dans les galères, pendant qu'ils rament. Hein. Il a interdit ça, donc je le considère comme un saint. Autrement dit, je vais dire un truc bizarre et pour conclure. Je veux dire, si je suis tombé par terre, c'est la faute de la terre. Mais si je suis dans le ruisseau, c'est la faute d'un rousseau. C'est tout. On ne veut pas dire.